Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, et on s'apprête à vivre de très belles semaines. Le PSG se déplace à Dortmund demain soir, faut-il être confiant ou hésitant? Choc de la glace et du feu en parallèle entre Liverpool et l'Atlético, déjà le lendemain aussi un peu, puisque Leipzig ira défier Tottenham, rend visite à Tottenham. Enfin, choc un petit peu moins évoqué en France, peut-être à tort, l'Atalanta et Valence disputeront eux un vrai beau match de foot. Qui va s'imposer et comment? On commence donc par un des affrontements qui personnellement m'intrigue le plus, c'est ce duel de mercredi soir entre Tottenham et Leipzig. Alors, depuis qu'on a eu les tirages, je pense très souvent à ce match et je me dis que si on avait dû deviner, il y a 5 ans par exemple, si on avait dû deviner les huitièmes de finale de l'édition 2019-2020, on aurait bien galéré pour trouver celui-ci. En 2014-2015, Tottenham n'avait jusqu'alors disputé qu'une seule campagne de Ligue des Champions de son histoire, et terminé 5ème de Première Ligue. En 2014-2015, le Rasenballsport Leipzig n'existait que depuis 5 saisons, et terminait aussi 5ème de 2ème division allemande. Il s'est passé des choses depuis. Aujourd'hui, les hommes de Nagelsmann sont effectivement de sérieux prétendants au titre, et ne pointent qu'à une longueur du Bayern. Premier de leur groupe cet automne, ils joueront mercredi leur premier huitième de finale de C1 face aux finalistes de l'an dernier, entraîné par un coach qui lui l'a gagné 2 fois. Ça aussi, c'est pas normal pour Tottenham. Tout ça pour dire que l'histoire de ces deux clubs s'est nettement accélérée depuis quelques saisons, et rien que pour ça, c'est un affrontement excitant. Alors après, sur le terrain, on risque peut-être d'être un poil déçu. Du côté de Leipzig, c'est pas la très grande forme. 2 victoires seulement sur les 5 dernières rencontres. Timo Werner, par exemple, n'a pas marqué depuis plus d'un mois maintenant. On a vu en phase de groupe que la défense peut connaître quelques vrais moments de panique avec de grosses erreurs à la relance. Et Ibrahima Konaté est forfait, blessé début octobre contre Lyon. Justement, il était sorti au bout d'une demi-heure, a pas joué depuis, a pas beaucoup joué cette saison, mais on le verra pas au retour non plus. En plus de ça, Dayot Upamecano est suspendu pour le match aller, donc le secteur défensif se présente nettement amoindri. Je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de prédire ce que Nagelsmann va faire, il change de formation à chaque match, on a testé au moins 10 cette saison. Si Tottenham arrive en 4-2-3-1 comme c'est le cas dernièrement, on aura peut-être un 4-4-2, et du coup peut-être un duo Alstenberg-Klostermann dans l'axe. Je miserai pas dessus en revanche, parce que la force de cette équipe, c'est vraiment que tout le monde peut jouer partout, beaucoup de rotation et de fluidité. On parle souvent de l'école hollandaise pour la formation de très jeunes footballeurs, et du fait que par exemple sur une saison, on va les faire jouer 2-3 mois à chaque poste. Concept super intéressant. Leipzig, c'est un petit peu le prolongement de cette idée à l'échelon professionnel, et c'est assez épatant. Donc voilà, quelques autres trucs à dire aussi. Par exemple, j'aimerais bien voir les recrues du mercato hivernal Angelino et Dani Olmo, les deux recrues espagnols. On peut évoquer la longue blessure d'Harry Kane, bien sûr, dont l'absence pèsera lourd. Sur les 3 derniers matchs de Tottenham en Première Ligue, on a vu à 2 reprises Lucas Moura prendre sa place, mais pas toujours très convaincant. Je pense que sur cette rencontre, Mourinho risque d'aligner Son en pointe, et du coup, on verrait titularisé sur l'aile Steven Bergwijn, qui s'est très vite et très bien intégré, bien sûr son but contre City, mais même ce week-end ultra percutant et décisif face à Aston Villa, provoque un penalty notamment. On peut aussi remarquer qu'en l'espace de 12 mois à peine, Tottenham aura donc joué les 3 gros allemands avec des fortunes très diverses. Ils avaient balayé Dortmund en 8ème l'an dernier, on se souvient notamment des ajustements de Pochettino à la pause, mais ont été humiliés par le Bayern en poule cette saison. Mercredi donc je pense que je vois un nul avec des buts, ou alors peut-être une très courte victoire de Tottenham 2-1, mais des buts des deux côtés. Leipzig a marqué dans 28 de ses 31 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison, et voudra être entreprenant à l'extérieur. Je pense que c'est dans l'idée de Nagelsmann. De l'autre côté, alors on sait la tendance qu'a Mourinho à vouloir verrouiller un petit peu ses matchs allés de double confrontation, mais en même temps, il y aura sûrement la tentation d'aller faire mal là tout de suite à une défense allemande qui sera encore plus expérimentale que d'habitude, donc voilà, peut-être un poil plus d'étincelles que prévu. Atalanta-Valence maintenant, un autre huitième qui aurait été très compliqué à prédire il y a quelques années. Il aurait même été inenvisageable. Il y a quelques mois à peine, on se souvient que l'Atalanta, pour sa toute première apparition en C1, avait perdu ses 3 premiers matchs de phase de poule, mais est quand même passé entre les mailles du filet pour accrocher une deuxième place méritée, en triomphant notamment à Kharkov lors de la finale du groupe 3-0 contre le Shakhtar. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe qui a pas déjà été dite partout? Bah peut-être que c'est là la 3ème meilleure attaque des 5 championnats majeurs cette saison, avec 2,65 buts en moyenne inscrits par rencontre. C'est un petit peu plus que le PSG par exemple qui a 2,63, et pour une équipe qui a 12 longueurs du leader, la Juve, ça dit beaucoup de choses sur le coefficient de spectacularité des rencontres de l'Atalanta. Cette année, t'as un 7-1 contre Udinese, 2-5-0 enchaînés contre le Milan
et Parme. Il y a 3 semaines, un 0-7 infligé au Torino. Alors la vérité footballistique qu'on peut trouver dans une performance aussi extrême doit bien sûr être relativisée, mais quand tu le fais 4 fois, ça commence à dire des choses. Et ce que ça dit notamment, c'est que Duvan Zapata, revenu de blessure début 2020, associé à Ilicic en feu cette saison, les deux en pointe d'un 3-4-1-2 et soutenu par Papou Gomez, c'est forcément un délice. Donc voilà, ça reste une équipe somme toute imprévisible, qui n'a pas coutume de fermer le jeu par exemple, et ça peut se retourner contre eux. Donc sur leurs 5 défaites en Serie A, 3 ont été concédées après avoir mené au score. C'est une naïveté dans le jeu qui passe assez mal en C1 de manière générale. Après, je pense qu'à domicile, je les vois quand même l'emporter contre Valence. Valence qui arrive considérablement décimé. Leur central titulaire Garay s'est fait les croiser il y a 15 jours. Rodrigo est forfait aussi. Alors saison un peu décevante pour lui, mais il a été absolument décisif en Ligue des Champions et son absence va peser à coup sûr. Silesen est toujours pas de retour. Entorse pour Gabriel Paulista. Coquelin blessé aux ischio. C'est toute la colonne vertébrale de Valence qui manque. Et alors on aura l'occasion, heureusement, de voir le jeune Ferran Torres qui a été superbe ce week-end contre l'Atlético. Mais ça risque d'être un peu expérimental, peut-être un poil léger aussi. On enchaîne et rapidement avec Atlético-Liverpool qui intuitivement paraît assez déséquilibré, non seulement parce que Liverpool réalise une saison extraordinaire, 25 victoires et 1 nul en 26 journées de Premier League. Faut-il le rappeler, peut-être encore plus terrifiant, un seul but encaissé sur leurs 12 dernières rencontres de championnat, et du coup on a du mal à imaginer l'Atlético sans Joao Félix qui est revenu de blessure mais qui est malade et forfait pour le match, sans Diego Costa, plus stérile que jamais, 10 matchs déjà sans marquer le moindre but cette saison, c'est assez extraordinaire. On a du mal à imaginer cet Atlético faire quelque chose. Alors, au Wanda Metropolitano, Liverpool se remémorera un excellent souvenir de la saison passée, bien sûr, mais sera peut-être pas tout feu tout flamme non plus. Il y a toujours le retour Anfield où ils savent qu'ils peuvent faire la différence. Je pense aussi qu'ils rencontreront plus de difficultés que ce qu'on imagine. Voilà, leurs résultats récents masquent parfois des prestations seulement à moitié abouties. L'Atlético, c'est pas l'équipe la plus poreuse du monde non plus. Donc voilà, si je devais parier, je pense peut-être à un 0-0 ou alors un court 0-1 pour les Reds. Enfin, se jouera demain soir, ou ce soir peut-être en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais se jouera nécessairement le match qu'on attend peut-être le plus impatiemment, Dortmund-PSG. Alors, disons qu'on risque simplement d'avoir une rencontre ouverte. Sur ces 6 dernières sorties, Dortmund a encaissé 11 buts, mais on a marqué, dans le même temps, 24. Disons qu'on dit beaucoup de choses aussi de cette équipe quand on sait que c'est la meilleure attaque des 5 championnats européens. Alors, comme pour l'Atalanta, c'est quand on prend seulement les buts marqués en championnat et quand on les rapporte au nombre de matchs disputés. Mais donc, dans ce cas-là, Dortmund est effectivement la meilleure attaque d'Europe. C'est seulement, en revanche, la 9e défense d'Allemagne. Et il y a quantité de choses à analyser ici, mais disons que Favre n'a jamais vraiment trouvé la solution dans ce secteur. Des individualités moyennes, d'autres plus prometteuses comme Manuel Akanji ou Dan Axel Zagadou, mais encore trop tendres. Fin novembre, on a eu un changement de système, le Borussia est passé à une défense à 3 en 3-4-3, et c'est vraisemblablement ce qu'on verra demain. Mais quant à au cœur de l'entrejeu, un duo Witsel-Chan et en piston Hakimi-Guerrero, c'est très bien, c'est une ligne de 4 qui est très excitante et c'est très bien pour aller de l'avant, pour nourrir le dernier tiers. En revanche, c'est plus compliqué quand il s'agit de couvrir les espaces en transition défensive, et un défenseur comme Hummels par exemple n'est pas un super joueur de 1 contre 1. Donc c'est une équipe qu'on a vraiment envie de voir évoluer. À ce niveau-là de performance, je pense sans doute que c'est l'équipe qui est la plus déséquilibrée en Europe, et du coup c'est difficile d'imaginer que le Paris Saint-Germain va pas réussir à mettre un ou plusieurs buts. On peut penser que Neymar, Mbappé, Di Maria vont se régaler, mais peut-être que aussi justement la clé, c'est de réussir à contrôler ses ardeurs, à tenir ses chevaux, maîtriser ses pulsions. Voilà, c'est quelque chose qui permettrait d'éviter ce fameux match de ping-pong, entre guillemets, match basé sur les transitions permanentes, qui permettrait donc à Dortmund, certes de subir de temps en temps, mais aussi de jouer son jeu, de miser sur ses forces. On se souvient très bien du plan de jeu qui avait été concocté par Thomas Tuchel contre Manchester United l'année dernière au match aller à Old Trafford. Vraiment un vrai récital de maîtrise, de contrôle du tempo. Et à mon avis, si on se met dans la tête de Tuchel et si les consignes passent effectivement, ce sera pas simple. Mais à mon avis, c'est ce qu'on risque de voir et du coup, on aurait peut-être un peu moins de buts que prévu. Alors Erling Haaland est un danger énorme, mais si tu peux choisir qu'un seul défenseur dans le monde pour limiter son influence dans la profondeur, est-ce que ce serait pas justement Thiago Silva et sa capacité d'anticipation formidable? Donc voilà, plusieurs éléments qui me font dire, déjà évidemment que le score qu'on imagine tous, c'est peut-être 2-3, 2-4, quelque chose d'assez effusif, mais en s'y penchant un petit peu plus en détail, ce que personnellement j'imagine, c'est quelque chose qui ressemblerait au scénario d'Old Trafford l'année dernière, et du coup une victoire 2-0 du PSG.
Pour récapituler donc tout ce dont on a parlé et pour vous donner quelques pronos encore plus précis avec mon partenaire Unibet.fr, je pense d'abord que Tottenham, malgré la tendance qu'a Mourinho à vouloir contrôler justement ses matchs allés, pourra profiter de la défense encore plus remaniée que d'habitude côté Leipzig. On rappelle sans Konaté depuis un petit moment, mais aussi sans Upamecano suspendu. Et du coup, j'imagine quelque chose comme plus de 2,5 buts dans la rencontre. C'est coté à 1,52. Pour Atalanta-Valence, Valence arrive si décimé, alors là il manque vraiment toute la colonne vertébrale de l'équipe et on sait que les Italiens, eux, sont capables de marquer à volonté, donc je prends un petit peu plus de risques et j'ai trouvé un pari sympa. Atalanta gagne et plus de 2,5 buts dans le match, ce qui me semble probable, c'est coté à 2,19. Ensuite, pour Liverpool-Atlético, qui est peut-être le match un petit peu moins intéressant des 4 qu'on a cette semaine, en tout cas regardez, si vous voulez quelque chose de plutôt sûr, je trouve que nul ou Liverpool à 1,28, c'est pas si faible que ça. Et en plus rémunérateur, vous avez Liverpool 0,1, 0,2 ou 0,3, donc un de ces 3 scores. Alors je pense que l'Atlético va avoir beaucoup de mal à marquer, c'est un peu catastrophique en ce moment. Et de l'autre côté, Liverpool a encaissé un seul but, donc sur les 12 dernières rencontres de Premier League, comme on l'a évoqué. Donc pourquoi pas, et là en revanche, c'est comme on l'a dit, beaucoup plus rémunérateur à 3,02. Enfin, le match phare de cette semaine, à la fois en France pour des raisons évidentes, mais même dans l'absolu, je pense, d'un point de vue valeur spectacle, c'est donc Dortmund-PSG. Et alors intuitivement, on peut s'attendre à un fameux match de ping-pong joué à 1000 à l'heure, beaucoup de transitions, beaucoup de buts, mais je pense personnellement que comme à Old Trafford l'année dernière, Tuchel va vouloir jouer la carte du contrôle, Paris va être dans une certaine forme de maîtrise du tempo, et du coup, la vraie question, ce sera de voir à quel point les attaquants parisiens vont réussir à réfréner leurs ardeurs, ne pas attaquer l'espace face à une défense qui en offrira. Bon, il y aura plein de questions à se poser de ce point de vue-là, et je conçois que c'est une vraie prise de risque, mais mon pari sera, Paris remporte la rencontre, et moins de 4,5 buts au total dans le match, ce qui offre quand même un petit peu de latitude. C'est coté à 2,75, et on pourrait être surpris. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette courte preview de semaine de Ligue des Champions. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc prochaine fois mercredi matin pour l'analyse, évidemment, de Dortmund-PSG. On verra si j'avais raison. Et puis jeudi matin, alors soit pour parler de Tottenham-Leipzig, soit pour parler d'Atalanta-Valence, à voir en fonction peut-être des physionomies ou du match qui m'aura le plus parlé. Et enfin, donc, 4e vidéo de la semaine, samedi matin, pour le 6e épisode de retour. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vraiment, et vraiment le dernier épisode où on parle de la Suisse, c'est un de mes préférés, notamment l'intro que j'ai adoré écrire. Vous m'avez fait de super retours aussi, donc merci. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. De notre côté, rendez-vous mercredi, et d'ici là, passez une très bonne semaine. Bon match au pluriel à toutes et à tous. Prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.